Je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre appel et surtout je vous remercie pour votre ponctualité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, pour ce qui concerne notre pays, le gouvernement de la République a, le samedi 14 mars dernier, annoncé, par ma voix, mais c'était un communiqué du gouvernement, la survenance d'un premier cas. Et quelques heures plus tard, moins de 48 heures plus tard, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, après concertation avec le Président de la République, a annoncé une première série de mesures qui sont pour l'essentiel immédiatement entrées en vigueur. Et puis, il y a quelques heures, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu pour une déclaration dite déclaration numéro 3 pour annoncer la survenance de 2 nouveaux cas dans notre pays et édicter de ce fait de nouvelles mesures qui sont, comme vous l'aurez constaté également, un peu plus contraignantes que les précédentes. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais vous renvoyer vers l'idée que nous sommes le vendredi 20 mars. Renvoyez votre esprit au samedi 14 mars et vous constaterez qu'en moins d'une semaine, la République du Congo, son gouvernement, les pouvoirs publics se sont mobilisés et ont demandé aux populations elles-mêmes de se mobiliser dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. L'environnement, notre environnement, qu'il soit administratif, qu'il soit nos espaces publics, notre espace public, cet environnement a radicalement changé en moins d'une semaine. C'est dire que nous sommes confrontés à un ennemi qui s'appelle le Covid-19, couramment appelé coronavirus. Son nom générique, c'est coronavirus, je ne suis pas médecin, mais sa spécificité, sa carte d'identité personnelle, c'est Covid-19. Donc, notre environnement a changé. Le gouvernement a pris des mesures. Les mesures que nous avons prises, il faut les replacer dans leur contexte. Aujourd'hui, il y a une 50aine de pays africains qui sont touchés par cette pandémie, de manière plus ou moins grave. Il y a dans ces pays, en gros, 2 types, aujourd'hui, de cas répertoriés. La grande majorité des États, y compris le Congo, connaissent ce qu'on appelle des cas d'importation, c'est-à-dire des cas importés. Et je voulais, mesdames et messieurs, vous édifier sur ce qui est appelé cas importés dans l'acception de l'Organisation mondiale de la santé. Ce ne sont pas des termes inventés par le gouvernement de la République, ce sont des termes qui sont ceux des protocoles de riposte qui sont prévus par l'Organisation mondiale de la santé. Donc ce sont des termes génériques utilisés par les spécialistes. Je sais qu'il y a quelques jours ou quelques heures, certains polémistes sur ce terme ne comprenaient pas que le gouvernement utilise le mot de cas importé. Qu'appelle-t-on un cas importé? Le cas importé, c'est celui qui arrive dans le pays et dont on découvre quelque temps plus tard, il arrive généralement pour l'instant par avion, mais il pourrait arriver par n'importe quelle frontière, et il est déclaré quelques heures ou quelques jours plus tard positif au coronavirus après un prélèvement. Mais ce cas importé, peu importe sa nationalité. Il suffit qu'il quitte un endroit étranger, qu'il soit congolais ou étranger de nationalité, qu'il vienne au Congo, même si c'est un retour de l'individu qui peut-être est parti en mission et revenu, le fait d'avoir franchi la frontière en revenant et d'être diagnostiqué positif au coronavirus, il est considéré comme un cas importé. C'est ça un cas importé. Et aujourd'hui, je vous le disais, la grande majorité des États africains, pour l'instant, luttent contre les cas importés, c'est-à-dire des cas où des gens, qu'ils soient de la nationalité du pays, résidents ou pas, ou qu'ils soient étrangers, résidents ou pas, viennent par un transport dans le pays et sont déclarés positifs au coronavirus dans le pays. Et la majorité des pays africains vivant cette situation ont mis en place, dans les mesures pratiques au niveau sanitaire,
comme au niveau administratif, c'est-à-dire toutes les mesures que nous avons prises au fur et à mesure du déroulement de la semaine, par exemple, et de l'apparition des cas, prennent des mesures pour empêcher ou en tout cas prévenir la survenance d'un cas qu'on appellerait un cas de contamination locale. Je pense que vous voyez la différence. Le cas de contamination locale serait celui de l'un d'entre nous, par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, mais c'est pour la clarté de mon propos, qui n'aurait pas voyagé, qui n'aurait pas été en contact avec un des 3 cas déclarés dans notre pays, et qui subitement serait déclaré positif au coronavirus. Là, nous serions dans un cas de contamination locale, puisque cet individu n'aurait pas voyagé, n'aurait pas franchi une frontière, n'aurait pas été en contact avec l'un des cas positifs jusqu'à présent. Et donc, le rôle, du moins l'objectif du gouvernement dans les mesures qui sont prises, c'est de prévenir l'apparition d'un cas local. Parce que nous pensons que nous arrivons plus ou moins à maîtriser la situation et la chaîne de contamination quand il s'agit de sujets importés, enfin de contamination importée, et nous risquerions, comme certains pays, que ce soit les pays qui aujourd'hui en Europe subissent l'évolution exponentielle de la maladie, ou la Chine hier, ou d'autres pays du globe, le jour où nous aurions un cas de contamination locale, nous serions amenés malheureusement à prendre encore d'autres mesures, parce que là nous serions dans une situation encore plus sérieuse, plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Et là, certains pays africains, aujourd'hui, je n'ai pas à les citer, mais il suffit que vous suiviez l'actualité, certains pays africains connaissent aujourd'hui cette évolution. Voilà la situation telle qu'elle se présente au moment où je m'engage à échanger avec vous. Tout à l'heure, dans notre échange, nous serons amenés, suivant vos questionnements, à répondre de manière plus précise à vos interrogations. Le deuxième point de mon intervention concerne la nécessité pour nous tous, que ce soit les pouvoirs publics ou que ce soit vous, les gens de la presse, c'est la nécessité de faire de la pédagogie et de rappeler à nos compatriotes les gestes de prévention qui paraissent, et encore une fois, il ne s'agit pas de choses inventées par les pouvoirs publics ou le gouvernement du Congo, il s'agit de protocoles de prévention déterminés, prévus, fixés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il y a quelques gestes simples. Vous avez vu tout à l'heure le petit incident que nous avons eu, la configuration de la salle avec les mesures de précaution prises par le gouvernement justifie par exemple la distance d'1 mètre entre chaque personne présente dans cette pièce. Mais au-delà de cette pièce, il est souhaitable et même impératif que chacune et chacun d'entre nous respecte cette distance qu'on appelle la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on garde un écart de précaution d'au moins 1 mètre avec l'individu avec lequel on se situe à un endroit donné, pour une raison simple, c'est qu'à ce moment-là, s'il y a des expectorations, ou du moins ce qu'on appelle couramment des postillons, on ne risque pas de toucher celui qui a plus d'1 mètre, à 1 mètre au moins. C'est ça, une des précautions principales. La deuxième précaution principale, en termes de prévention, c'est comme vous le savez, on évite de se serrer les mains. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé, comme les scientifiques travaillant pour les différents gouvernements à travers le monde, nous disent qu'il y a 2 manières aujourd'hui de contracter le coronavirus. Soit c'est par la main, un contact par la main, soit c'est par les postillons, c'est-à-dire l'expectoration. Donc, les gouvernements, sur la base des protocoles qui ont été mis en place par l'OMS, conseillent très vivement aux citoyens de se laver régulièrement les mains, si c'est possible, toutes les heures, une fois toutes les heures, et longuement,
au moins pendant 30 à 40 secondes. Et pour ceux qui effectivement doivent acquérir ou peuvent acquérir ces flacons qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, vous savez, les petites bouteilles qui ont permis qu'on vous les mette sur les mains et vous frottiez les mains, qui peuvent remplacer effectivement le fait de laver ses mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Ces moyens de prévention ont amené, compte tenu de l'apparition des 3 cas d'importation qu'on a évoqués tout à l'heure, le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures pour justement éviter, autant que faire se peut, dans l'espace public, les risques de contamination locale si jamais ça devait survenir. Comme vous le savez, il a été décidé la fermeture des églises et des établissements scolaires à tous les niveaux, non pas parce que le gouvernement ou l'État serait contre les églises ou l'école, mais tout simplement parce qu'il s'agit de lieux de concentration où il y a confinement et promiscuité, c'est-à-dire les gens sont rapprochés et avec les risques que nous pouvons imaginer. De même pour les débits de boissons, bars, dancing, caves, etc. Ce sont des lieux où malheureusement on est souvent, quand vous voyez la configuration d'une boîte de nuit ou d'une cave, personnellement je n'y vais pas, mais j'y suis allé quand j'étais, disons, un simple citoyen, et il est entendu qu'on n'est pas situé chacun d'entre nous à 10 mètres les uns des autres. Le principe même de ces lieux, c'est qu'on est confinés, on est assis les uns à côté des autres, parfois, et y compris à côté de gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc tous ces lieux ont été momentanément interdits d'ouverture, justement pour préserver les populations d'une éventuelle contamination locale. Ensuite, le gouvernement a pris des mesures d'ordre administratif pour essayer d'éviter justement même les cas d'importation locale. Tout à l'heure, nous avons fait le distinguo. Comme vous le savez, ces gens sont venus par des compagnies aériennes. Ils sont venus par des compagnies qui elles-mêmes venaient donc de pays dits à risque. Et donc, l'État congolais a pris ses responsabilités, comme beaucoup d'autres en Afrique et dans le monde. Il a décidé une interdiction de ces vols à destination de la République du Congo. Donc, au moment où je m'exprime, avec les mesures internes qui ont été prises et avec les mesures d'interdiction d'arrivée de vols en provenance de pays à risque, le gouvernement considère qu'il a mis en place les moyens de prévention au moment où nous parlons. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation est tellement évolutive qu'il est possible que dans quelques jours, on soit même en dépassement de ce que je suis en train de dire. Vous voyez, en une semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, on est passé d'une situation où l'espace public était totalement ouvert à une situation où nous avons aujourd'hui toutes les précautions qui ont été édictées par le gouvernement. Et on ne sait jamais, l'évolution de cette maladie étant ce qu'elle est, on ne sait pas où on en sera dans une semaine. Donc notre objectif commun doit être d'expliquer aux populations ce qu'il en est réellement de cette pandémie. Et de, si vous le permettez, et je passe au 3e point de mon propos liminaire, de faire que l'information que nous avons à véhiculer soit une information à la fois juste, essentielle, c'est-à-dire conforme à ce que les populations attendent de nous, c'est-à-dire de dire ce qui se passe, mais, et c'est ça votre mission, c'est ça votre déontologie, exercez votre métier d'informer en tenant compte de toutes les règles de déontologie. Ça, c'est votre rôle. De même, le rôle du gouvernement, et c'est ce à quoi il s'attelle depuis une semaine bientôt, c'est que nous devons, nous, les pouvoirs publics, à la fois dire ce que nous faisons et être transparents. Vous aurez constaté que la survenance du premier cas, c'est le samedi 14 mars 2020. Le sujet déclaré positif
l'a été dans la journée du samedi, et il ne s'est pas passé 4 ou 5 heures, en pleine nuit, le gouvernement de la République, par ma voix, a communiqué en direct, parce que c'était du direct, à minuit moins 20. Je suis venu sur le plateau de Télé Congo et j'ai rapporté le fait. Donc, dès qu'il a été confirmé, il faut que vous sachiez également que pour confirmer un cas, il y a un protocole qui est prévu par l'OMS. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais on fait un prélèvement, il est vérifié, puis il est contre-vérifié et éventuellement contre-vérifié. C'est au terme de ce processus qu'on peut être sûr que l'individu concerné peut être déclaré positif au coronavirus. Donc ça prend quelques heures. Et souvent, malheureusement, nous constatons que nous sommes dans un petit pays, une petite ville. Du moment où on a fait le premier prélèvement, c'est toute la ville qui le sait déjà pratiquement et qui commence à spéculer sur les réseaux sociaux, alors que sur le plan du protocole médical, on n'est même pas encore au bout de l'investigation. Et c'est donc ce petit délai-là qui fait que le gouvernement doit d'abord être informé de la certitude du cas, et dès qu'il en est certain, il communique. Comme je vous l'ai dit, nous avons communiqué peut-être 3-4 heures après la survenance du premier cas, et Monsieur le Premier ministre, dans sa déclaration numéro 3, pour les 2 cas survenus depuis lors, a communiqué avec vous, les médias, et donc avec le peuple, quelques heures plus tard. Donc, votre devoir, c'est celui, effectivement, de l'information, juste, essentielle, objective. Notre devoir, c'est celui de la transparence et celui de la prévention et de la capacité à prévenir et à protéger les populations. Une fois que j'ai dit tout cela, je suis à votre disposition pour un échange interactif et pour que nous puissions ensemble éventuellement déterminer notre façon de travailler face à une crise dont personne, hélas, aujourd'hui, à travers le monde, ne peut dire à quel moment elle va s'arrêter et à quel moment éventuellement un vaccin sera connu et pourra permettre d'éradiquer ce virus. Donc, nous devons être conscients d'une chose, et nous devons le dire à nos compatriotes, nous sommes entrés dans une période exceptionnelle qui va malheureusement amener des mesures exceptionnelles et pour une durée dont nous ne connaissons pas le terme. Nous savons tous, pour y faire face à la situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Maintenant, on se demande, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour le bas peuple? Par exemple, ceux qui, par exemple, payaient leur courant avec leur commerce, aujourd'hui n'ont plus la possibilité de vendre. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Plutôt que le gouvernement nous informe sur ce que sont devenus les 3 premiers cas déclarés ou testés positifs de coronavirus au Congo. Si les populations nous demandent que sont-ils devenus, qu'est-ce que nous allons leur dire? Ça, c'est un. De 2, nous avons lu dans nos forums sur Internet que le gouvernement a mis en place, on a lu un décret, une task force. Nous voudrons que vous nous donniez la possibilité également d'expliquer aux citoyens c'est quoi cette affaire de task force. Monsieur le ministre, je vous remercie. Quelle stratégie le gouvernement a-t-il mise en place pour toucher ou sensibiliser les derniers habitants du Congo, lorsqu'on sait que les médias publics, je veux parler des médias classiques, donc Télé Congo et Radio Congo, ne sont pas accessibles partout? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Qu'en est-il pour les gens qui ont été en contact direct avec ces 3 personnes, leurs parents, leurs amis et connaissances, qui ont été en direct avec eux? Il y a une question sur la situation de transport en commun avec nos bus de transport en commun, avec la logique la distanciation sociale. La distanciation. Est-ce vraiment le gouvernement également a pris les mesures pour essayer un peu de réglementer la circulation au niveau de nos grandes villes? La plupart des confrères qui sont ici sont de la presse écrite ou audiovisuelle. Alors j'aimerais savoir si une décision ou des mesures ont été prises au niveau du ministère ou du gouvernement pour mettre en place une cellule qui gérerait la communication ou la crise de façon digitale, histoire d'étouffer un peu les fake news ou toutes les informations erronées qui sont mises à la disposition de la population. En fait. On a parlé du fait de ne pas se serrer les mains parce que
les mains et les postillons ou les émanations venant du corps, les mains sont aussi un vecteur, et on a expliqué tout à l'heure pourquoi il fallait se laver les mains régulièrement ou se mettre du gel. J'ai oublié un des autres gestes barrières, c'est la toux quand on tousse ou quand on éternue. On a dit, c'est un geste mondialement connu aujourd'hui, qu'il faut tousser dans le creux de son coude ou éternuer dans le creux de son coude. Par exemple, je vous fais le geste. D'accord ? Ce sont les gestes barrières. Je tenais quand même à revenir dessus, puisque je n'avais pas été complet tout à l'heure. Alors maintenant, on va essayer de répondre aux questions ou aux questionnements qui ont été posés. Monsieur Maungu qui a demandé ce qu'il était entendu par la célébration dans la plus stricte intimité des événements familiaux. Vous devez pour cela prendre 2 mesures qui se complètent. La première, c'est l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Si donc nous étions dans un événement festif ou familial ou un événement malheureux du type deuil, on ne pourrait être au même moment, au même endroit pour cet événement qu'à 50. Et vous m'avez demandé, oui, mais qu'en est-il tenant compte de la structure de nos familles ? Eh bien, hélas, c'est aux familles de s'organiser pour essayer d'éviter au maximum une propagation si on était beaucoup plus que 50. Voilà, nous essayons d'adapter cette mesure qui concerne la présence sur l'espace public ou dans un espace privé confiné en tenant compte de cette règle de bon sens pour éviter les contaminations. Donc, les familles concernées pourront, dans le cadre de ces événements joyeux ou malheureusement tristes, devront prendre en compte l'idée qu'ils ne devront être au même moment qu'au maximum 50 pour la célébration de l'événement. Vous demandez ensuite quelles sont les sanctions qui sont encourues. Ben écoutez, comme vous le savez, et vous le voyez bien dans d'autres pays étrangers, nous sommes tous branchés sur les médias, notamment français, et vous voyez par exemple que le gouvernement français est en train de prendre des mesures qui pourraient, si j'ai bien compris les dernières rumeurs qui ont été distillées par vos collègues, vos confrères de la presse française, qui pourraient encore aggraver les mesures de confinement là-bas. Le gouvernement là-bas, vous savez que quand ils sont dans le confinement, on attrape quelqu'un qui se trouve sur l'espace public sans autorisation, parce qu'il n'est pas interdit jusque-là de sortir là-bas. Il faut simplement aller sur Internet ou écrire à la main une autorisation, un laissez-passer qu'on s'octroie à soi-même, et quand on sort, on doit justifier dans ce laissez-passer, si on rencontre la police, on doit justifier de la raison qui fait qu'on soit sur l'espace public. Et le premier jour, comme c'était expérimental, le gouvernement français avait décidé d'être pédagogue. Et à partir du 2e jour, ils ont commencé à mettre des amendes. Et aujourd'hui, semble-t-il, on va vers quelque chose d'encore plus restrictif, mais n'étant pas membre du gouvernement français, je ne peux pas savoir de quoi il s'agit, nous allons tous entendre de quoi il s'agit. Alors pour ce qui concerne le Congo, nous étudions effectivement les modalités de gestion de la situation. Il y a d'abord les lois et règlements qui s'appliquent dans notre pays. Deuxièmement, n'oublions pas que quand on a mis ces contraintes, comme partout dans le monde, nous restreignons l'espace public. C'est une atteinte, quelque part, à nos libertés, puisqu'on restreint notre capacité à faire ce qui nous plaît, tant que ce qui nous plaît est en rapport avec la loi. Le fait d'aller boire un verre dans un bar, ce n'est pas un crime, mais c'est devenu aujourd'hui, si le bar est ouvert et que nous-mêmes on est là, un sujet d'infraction, puisque le gouvernement a édicté et a conseillé la fermeture. Donc la force publique et les autorités administratives compétentes sont aujourd'hui habilités, assermentés pour constater ces infractions-là. Donc tout cela, vous le voyez bien, c'est comme on dit un bébé qui se lève, il apprend à marcher, les premiers pas sont parfois hésitants, et puis au fur et à mesure, il s'adapte. Eh bien, les pouvoirs publics, le gouvernement s'adapte et s'adaptera. Donc ces mesures-là sont à l'étude. Mais on en appelle d'abord à l'esprit citoyen. À partir du moment où on a décrété cette mesure, je crois que toute personne de bon sens
comprend qu'on ne le fait pas pour embêter, mais on le fait tout simplement pour éviter la propagation d'une éventuelle contamination locale. C'est cela qui est évité. Vous demandez enfin quelle est la situation du patient zéro. Je parle du comportement médical. Et sa situation est aujourd'hui une situation stable. Elle reste une situation stable. N'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle le secret médical. Et il ne m'appartient pas de violer le secret médical. Le secret médical est clair. Si le patient souhaite communiquer sur son état, il est libre de le faire. Mais nous, les informations dont nous disposons, c'est que son état est stable. Stable en termes médicaux, ça veut dire que son état soit s'améliore, soit en tout cas ne présente pas de danger pour son intégrité. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Donc je suis en mesure de vous dire simplement que son état est stable. Monsieur Ngatsé demande quelles sont les mesures d'accompagnement qui vont être prises ou qui sont prises, compte tenu, pour être concret, de la situation qui aujourd'hui apparaît. On peut en citer des concrètes, des situations. Quelqu'un qui a son débit de boisson, son restaurant, sa cave, ou comment on appelle ça, les VIP et autres, qui est fermé, c'est donc qu'il ne fait pas de chiffre d'affaires. On est bien d'accord. Et donc, la task force mise en place par le président de la République a justement pour vocation, pour mission, de voir d'abord les impacts justement des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour limiter une éventuelle propagation, et en tout cas pour prévenir une propagation. Et donc forcément, ces mesures que nous avons prises impactent sur la situation économique et financière de ces commerçants, de ces hommes d'affaires ou femmes d'affaires. De même pour les établissements scolaires privés. Toutes ces mesures ont un impact et sur leur chiffre d'affaires, etc. Donc ce sont des mesures dont la task force qui a été mise en place par le président de la République a la charge d'étudier exactement les impacts et les conséquences. Donc là également, le gouvernement fera savoir, le moment venu, ce qu'il en est des mesures qui permettront d'atténuer l'impact de cette situation, encore une fois exceptionnelle, dont nous ne connaissons pas la durée. Alors, par contre, je tiens quand même à rappeler que tout cela se passe, et vous le savez, parce que la même crise financière continue de plus belle. Malheureusement, on a le coronavirus, mais on a toujours le virus financier, si je peux me permettre un jeu de mots. C'est-à-dire nos mêmes difficultés qui nous ont amenés à être en programme avec des partenaires, notamment le Fonds monétaire international. Donc toutes les contraintes dont on parle doivent être prises ensemble pour que, de manière responsable, le gouvernement propose au président de la République un panier de mesures qui tiennent compte à la fois de l'obligation d'aider probablement nos compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui sans capacité de développer un revenu ou un chiffre d'affaires, et puis la nécessité de tenir compte de la réalité économique et financière de notre pays. Monsieur Ernest Dimi, qui nous demande ce que sont devenus donc les 3 cas déclarés positifs. Là également, je vous rappelle que nous sommes soumis, comme je l'ai dit pour le premier cas, ce que vous avez appelé, que M. Maungu a appelé le cas zéro, le patient zéro, pardon, nous sommes soumis aux mêmes règles du secret médical. Je peux vous dire simplement ceci, les 2 cas sont pris en charge. Voilà, je crois qu'en ayant dit cela, j'ai répondu de la manière la plus précise possible à votre interrogation. Ils ne sont pas dans la nature, donc ils sont pris en charge. Avant de parler de la task force, je vais déjà répondre en anticipation à ce que quelqu'un avait demandé tout à l'heure. C'est un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe des autres sujets contacts? Je préfère répondre directement maintenant à cette interrogation. À partir du moment où quelqu'un est déclaré positif, imaginons que je le sois, prenons un exemple concret. Il y a différents sujets contacts qui concernent ma situation.
Sujets contacts, c'est tous ceux qui sont entrés en contact avec moi, d'une manière ou d'une autre. Quels sont les premiers sujets contacts? Ça va être mes proches. Ma famille proche, c'est-à-dire mon épouse, mes enfants, mon entourage donc à la maison, si j'ai du personnel de maison. L'entourage professionnel, ça serait les collaborateurs avec lesquels j'ai une interaction, que je côtoie quotidiennement. Les visiteurs qui m'ont vu les dernières heures avant que je sois déclaré positif ou les derniers jours. Et si j'ai pris un avion, ce qui est le cas de tous nos contaminés jusque-là, eh bien, voilà pourquoi le gouvernement demande à tous ceux qui, effectivement, ont pu prendre ces mêmes vols de se faire connaître pour qu'eux-mêmes soient dépistés éventuellement. Donc, ces sujets contacts, soit ils sont tous déjà déterminés, soit ils sont en cours de détermination, puisque comme je vous l'ai dit, pour ceux qui doivent se déclarer spontanément en disant « oui, moi j'avais pris le vol », voilà pourquoi vous constatez que dans les communiqués du gouvernement, on précise de manière très claire la manière dont les gens sont venus. Parce que ça permet à un individu qui sait qu'il a pris cet avion, « ah, moi j'ai pris Air France le 8 mars, ah, j'ai pris Air France le 12 mars, j'ai pris Ethiopian le 1er mars », je dois me faire connaître des autorités. Donc c'est cet ensemble de mécanismes qui sont gérés et bien gérés par le ministère de la Santé qui a mis en place tous les processus, tous les process qui permettent effectivement d'identifier et de contrôler les sujets contacts. Alors, pour revenir donc aux interrogations d'Ernest Dimy, il y a effectivement pour la task force la nécessité de déterminer d'abord l'impact brut de l'apparition du coronavirus chez nous à travers ces cas d'importation pour l'instant, en souhaitant que ça reste seulement des cas d'importation. Eh bien, la task force doit regarder tous les éléments qui ont des conséquences ou qui peuvent être impactés par d'abord le coronavirus lui-même et ensuite par les mesures qui sont prises pour répondre à l'apparition du coronavirus. Donc, cher frère Ernest Dimy, nous aurons dans quelque temps, de la part du gouvernement, sur la base des conclusions de notre task force, présidée par le ministre d'État Ondongo, certainement des mesures concrètes qui seront validées par la hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, et qui seront rendues publiques le moment venu par le gouvernement de la République et par les autorités en général. Monsieur Ngambay, vous avez soulevé un problème très important, vous avez raison, et c'est même l'objet même principal de notre échange. C'est d'abord que vous qui êtes les médias, d'abord les médias, même si vous dites que oui, mais vous ne rayonnez que sur Brazzaville, Pointe-Noire éventuellement, mais ne sous-estimez pas votre capacité quand même, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous publiez un article de presse écrite, vous publiez un reportage s'il s'agit d'un média radio ou télévision, vous savez que ces ressources, quand elles sont spectaculaires ou quand elles portent une information forte, sont immédiatement relayées sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont par définition présents sur l'ensemble du territoire. Nos compatriotes, où qu'ils se situent, dans le pays comme à l'étranger, aujourd'hui, ont accès à l'information. Mais vous avez raison, parce qu'il y a quand même des compatriotes qui aujourd'hui ne sont atteints par aucun de ces médias, qu'ils soient les médias traditionnels ou les médias numériques. Et donc, le gouvernement prépare un plan de communication pour justement arriver à une communication communautaire et sociale. Nous avons dans ce pays des faiseurs d'opinion, des influenceurs, des chefs de quartier, des associations de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes, de plus âgés, de seniors, qui aujourd'hui peuvent être des relais efficaces pour que l'information arrive jusqu'au Congolais le plus isolé dans ce pays. Et ce travail doit être fait. Et nous allons nous efforcer de le faire. Pour ce qui concerne déjà les médias traditionnels, moi j'appelle les radios qui aujourd'hui en réalité sont présentes pour l'essentiel sur tout le territoire national. Nous aurons un dialogue particulier avec l'ensemble des radios, publiques comme privées, pour que nous puissions ensemble faire parvenir le message auprès des communautés au niveau local. Et je vous apprends également que le ministère de la Santé
à préparer toute une série de spots. Vous voyez déjà ceux qui passent régulièrement, notamment sur Télé Congo. Il y a encore des supports ou des clips ou des spots qui sont préparés, disponibles et qui vont être proposés aux médias. Et donc j'appelle, y compris les médias privés, radio comme télé, à discuter avec nous, c'est-à-dire les pouvoirs publics, pour que nous essayions ensemble, pour la bonne cause, celle de la santé du peuple, de faire que votre besoin effectivement de financer l'espace publicitaire qui est celui où on va diffuser le clip ou l'annonce, permette quand même qu'on tienne compte de la difficulté du moment, et notamment en termes d'achat de l'espace publicitaire. Nous devons, chacune et chacun d'entre nous, faire un effort citoyen, et nous aurons des discussions à part avec vous pour régler le problème et voir comment nous pourrons faciliter la transmission du message. Qu'est-ce qui explique la difficulté de la part du gouvernement, ou y aurait-il une faille du gouvernement sur le fait que certains passagers venant, si j'ai bien compris sa question, de zones à risque, se retrouveraient directement chez eux? Est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce que c'est une faille du gouvernement? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il est entendu qu'il faut que nous soyons tous modestes face à la situation. C'est une situation inattendue, exceptionnelle, et dont on ne connaît encore une fois pas la durée. Oui, il peut y avoir eu quelques ratés, mais quoi qu'il en soit, je dis bien quoi qu'il en soit, l'objectif du gouvernement, c'est de ne pas perdre de vue l'ensemble des citoyens ou des sujets concernés. Et ça, ce travail est fait. Je tiens ici à rendre hommage au ministère de la Santé et à ses personnels, parce que je dois vous dire que c'est un travail au quotidien, où il ne compte pas les heures. Et parfois, il est de bon ton, malheureusement, de jeter la pierre au pouvoir public en disant les efforts ne sont pas faits, mais je peux témoigner de la conscience professionnelle de ces personnels qui, justement, permettent de garder ou rester en contact ou recouvrer le contact avec les sujets concernés, quarantaine, confinement, comment nous pourrions appeler cela. Donc oui, il peut y avoir eu des manquements, il peut y en avoir encore, mais le gouvernement s'efforce à travers les services compétents du ministère de la Santé notamment, s'efforce donc d'atténuer ces désagréments, y compris, et ça je sais que vous alliez peut-être me relancer tout à l'heure, y compris sur les quelques manquements logistiques qu'on a pu constater sur les lieux dits de quarantaine, à Kintélé ou ailleurs. Donc vous savez, ce sont des choses extrêmement complexes. Il faut préparer tout ça. Il y a des chambres qui ne sont pas forcément prêtes, qui ne sont pas forcément disponibles en termes de confort, etc. Donc tout ça, ce sont des choses que nous admettons, mais qui se résolvent petit à petit. Et donc, nous essayons tous, en tenant compte de ces difficultés logistiques, nous assurer qu'aucun sujet, qu'aucun individu concerné ne soit perdu de vue par les pouvoirs publics et notamment les services sanitaires compétents. Monsieur Etsaka, vous parlez des transports en commun, vous avez parlé des... Je ne reprends pas le terme que vous avez évoqué. Oui, et je vous avais invité à élargir, en fait, à tous les transports en commun. Parce que le problème n'est pas que sur les bus dont vous avez donné un adjectif tout à l'heure que je ne répète toujours pas, mais concerne l'ensemble des transports en commun, c'est-à-dire les YAS, enfin tous les minibus ou bus qui existent. Oui, vous avez raison. Il y a forcément aujourd'hui la nécessité de trouver la solution, parce qu'on ne peut pas dire à la fois 1 mètre d'écart entre les individus et ne rien faire absolument dans des bus où les gens sont les uns sur les autres. On est bien d'accord. Et donc avec un éventuel risque de contamination, si jamais il y avait là un sujet qui, malgré lui, et donc ne saurait pas qu'il est contaminé. Parce que si quelqu'un savait qu'il l'était, ou qu'il l'est précisément à ce moment-là, je pense qu'il sera assez responsable d'abord pour se rapprocher des autorités, et ensuite pour ne pas prendre un bus, sauf si on rentre dans des considérations qui relèveraient presque de la sorcellerie, où quelqu'un dirait « non, j'ai envie de contaminer du monde », mais je ne vois aucun compatriote faire ça, sincèrement. Donc oui, vous posez un vrai problème. Le problème est le suivant, et c'est justement là également une des réflexions de la task force. Parmi les impacts, il y a celui-là. Alors, il y a 2 solutions. Soit on interdit les transports en commun, avec le risque que nous évoquons, c'est-à-dire qu'on arrête le pays, là, complètement. Et ça veut dire que tous ceux
qui représentent la grande majorité des salariés dans notre pays, que ce soit des agents de la fonction publique ou que ce soit des agents d'entreprises privées, utilisent les transports en commun. Vous arrêtez les transports en commun à travers le pays et vous empêchez les gens quasiment d'aller sur leur lieu de travail. Donc c'est une mesure grave si on faisait comme cela. Donc là également, la task force sera amenée à examiner les conséquences de ce type disons, de contraintes par rapport à la mesure du 1 mètre d'écart et de distanciation sociale. Alors, il y a plusieurs formules possibles. Moi, j'en cite une, mais c'est une réflexion personnelle. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment donné à se dire, là où on met 20 personnes, je prends un exemple, dans un bus, on en mettra 10, ou 9, ou 8. Mais à ce moment-là se posera la question de la rentabilité du travail. Pour celui qui transporte, il a du carburant, il a un contrôleur. Vous mettez moins de passagers ou la moitié, ou un peu moins de la moitié, forcément ça a un impact sur son chiffre d'affaires et donc sur son business, c'est-à-dire la rentabilité. Mais voilà toutes les notions. On parle des bus, mais on peut parler d'autres secteurs d'activité. Eh bien, ce sont les questions précisément qui sont au cœur de la mission de la task force mise en place par le président de la République. Monsieur Mboukou me demandait, tantôt on dit pandémie, tantôt on dit épidémie, que le décret du président de la République parlait lui-même d'épidémie. Non, il n'y a pas d'antinomie, c'est une question d'échelle, monsieur Mboukou. De toute façon, c'est une épidémie. Sur le plan technique, c'est une épidémie. Ça devient une pandémie, mais ça, c'est une catégorisation d'ordre administratif et technique. C'est l'OMS qui le déclare, et vous l'avez d'ailleurs entendu, c'est l'OMS qui a déclaré la pandémie. La différence, c'est que ça devient une pandémie quand ça dépasse 3 continents, je crois, si je ne m'abuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'épidémie atteint au moins 3 continents sur la planète, ça devient une pandémie. C'est un terme technique, un terme presque juridique pour déclarer qu'effectivement nous sommes entrés en pandémie. Et aujourd'hui, on sait que les 5 continents sont touchés, donc on est clairement dans une pandémie. Mais la nature même du problème, ça reste une épidémie. Nous le vivons comme une épidémie. Maintenant, techniquement, juridiquement, médicalement, administrativement, on appelle ça pandémie quand ça dépasse 3 continents. Ça a commencé en Asie, c'est passé en Europe. Comme vous le savez, c'est arrivé en Afrique, en Amérique, les 2 Amériques. Vous voyez qu'on est déjà au-delà de 3 continents. Voilà pourquoi on parle de pandémie. Mais c'est le même concept. Enfin, Madame Karombo, qui nous demande ce qu'il faudrait faire pour la lutte contre... Enfin, d'abord, l'espace digital, comment nous pourrions l'occuper. Mais c'est une interrogation qui est régulière. C'est une interrogation, malheureusement, qui est la nôtre, celle des médias traditionnels que vous êtes, comme celle des pouvoirs publics que nous sommes. Aujourd'hui, une bonne partie de nos compatriotes, notamment les plus jeunes, qui représentent les 2 tiers ou plus de notre population, ne suivent presque pas les médias traditionnels et sont essentiellement informés par les réseaux sociaux. Alors, souvent même, quand j'entends même mes enfants me dire « j'ai suivi un élément sur Télé Congo », si vous creusez, il l'a suivi parce que l'élément a été mis en ligne. Et lui, il l'a vu en ligne. Il n'a pas pris, bon, ils sont un peu à l'étranger en ce moment, il n'a pas pris la peine d'allumer Télé Congo, pourtant il y a accès, il ne va pas suivre Télé Congo, ou DRTV, ou Vox TV, ou ce que vous voulez. Il ne va pas prendre la presse écrite, il ne prendra pas les Dépêches de Brazzaville, ou le Patriote, le Troubadour, la Semaine, ou tout ce qui existe. Et s'il lit une telle ressource, ou s'il voit une telle ressource, c'est par le numérique. Donc nous devons trouver ensemble le moyen de faire que nous occupions cet espace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là également, je ne peux pas vous livrer là, à l'instant un antidote, un médicament, mais effectivement, nous sommes en train d'étudier aussi les moyens d'atteindre au mieux nos compatriotes, mais c'est une bataille de tous les instants. C'est une bataille de tous les instants. Elle n'est pas seulement liée à la lutte contre les fake news concernant le coronavirus, mais elle est liée de tout temps, parfois à la mauvaise foi politicienne ou autre de certains compatriotes, du dedans comme du dehors, qui souvent trouvent correct, de leur point de vue, de faire circuler des fausses informations tendant à affoler les compatriotes qui sont au pays. Voilà, c'est une question d'éthique, de responsabilité.
Bon, il y a des pays, il faut que vous le sachiez, avant de venir dans cette salle, j'ai lu un écho justement sur Internet. Un pays étranger vient de procéder à l'arrestation de 95 internautes qui sont reconnus comme coupables d'avoir diffusé dans ce pays-là des fake news. Mais pour que ce pays le fasse, c'est parce qu'il dispose d'outils répressifs qui lui permettent, ces outils-là, d'identifier les contrevenants. Nous avons pris des lois, où elles sont en cours d'adoption, sur la lutte contre la cybercriminalité et pour la cybersécurité. Je crois que le Congo finira par se doter de ces outils qui vont permettre demain de rattraper les délinquants. Alors, là également, il faut qu'on fasse une nuance, parce que l'Afrique a un problème particulier, et vous le savez, beaucoup de ces délinquants ne sont pas dans nos pays. Donc même si vous disposez des outils de répression, si le type est à 6000 km de là, il s'en moque de vos outils. Vous faites comment? Par contre, j'appelle votre attention, à vous les médias traditionnels, dans le cadre du fact-checking, donc la capacité à recouper une information, s'il vous plaît. Faites le nécessaire pour ne pas reprendre sans vérification une information qui serait venue par un mode qui ne serait pas authentifié. Notamment des comptes, parfois anonymes, sur les réseaux sociaux, qui donnent une information, et information reprise par les médias sérieux que vous êtes, diffusée parfois sur WhatsApp et autres réseaux sociaux, pour finir parfois, et c'est ça où j'appelle votre attention, finir parfois dans les journaux, notamment de la presse écrite, et je suis souvent assez attristé de constater certains journaux, pas tous, Dieu merci, dont la pagination à 80% ou 90% vient du net. Donc des informations souvent graves, diffamatoires ou non vérifiées. Mais moi je dis à l'ensemble des médias, attention, parce que si on ne peut pas atteindre celui qui a publié la fake news qui est à l'autre bout du monde, mais vous qui reprenez, mais vous êtes là. Et si vous reprenez une information, il ne suffira pas de dire le jour où on vous poursuivra en justice, ah ben non, moi j'ai repris sur Internet. Ben oui, mais vous avez repris, vous avez vérifié. Ben c'est vous qu'on va poursuivre. Celui qui a mis, on ne sait pas qui c'est. C'était un faux compte, c'était je ne sais pas qui. Donc voilà, j'appelle chacune et chacun d'entre nous, d'abord à ce travail citoyen, qui doit nous permettre déjà, quand on a une information qui arrive, eh bien, de pouvoir l'analyser. Je ne vous ai pas dit ne publiez pas, mais je vous dis analysez avant de publier, recoupez avant de publier, vérifiez avant de publier. Je constate que les grandes rédactions des grands médias internationaux ont un service de fact-checking aujourd'hui. Vous voyez même quand vous suivez les chaînes d'information et même les journaux de presse écrite du type Libération, les médias du type CNews ou LCI, il y a une chronique régulièrement, une fois au moins dans la journée, où quand il y a une information grave qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, eh bien il y a quelqu'un qui vient expliquer si c'est vrai ou si c'est faux et qui démontre « Ah non, là c'est faux, là c'est vrai ». Hier, par exemple, pour votre information, j'ai suivi sur LCI quelqu'un qui avait mis une vidéo en ligne et qui disait que le virus avait été diffusé, celui du Covid-19, par l'Institut Pasteur, qui est un grand institut médico-recherche scientifique français, et qui a fait une vidéo qui a été vue par 3 millions de personnes. Et hier, donc, sur ce plateau, ils ont démontré que c'est faux. Et l'Institut Pasteur a promis de porter plainte contre le monsieur qui est en France. La déclaration numéro 3 du Premier ministre, chef du gouvernement, il a bien indiqué création immédiate et abondement. Abondement voulant dire en français courant financement immédiat. Donc ce fonds est non seulement créé immédiatement, c'est-à-dire qu'il correspond à des crédits disponibles immédiatement, et ces crédits, donc d'1,5 milliard de francs CFA, comme annoncé par monsieur le Premier ministre, ont immédiatement été rendus disponibles pour la prise en compte de toutes les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Alors je ne rentre pas dans le détail, parce que le détail est fastidieux, mais je peux vous en citer à peu près une ou deux. La première, c'est que quand vous décidez de mettre en place un système de fermeture d'un certain nombre d'établissements publics ou privés, il faut bien qu'il y ait des individus qui sont la force publique, qui est la force légitime dans notre pays, qui soient mis à contribution pour s'assurer du respect de ce mot d'ordre.
ben voilà, il faut bien gérer sur le plan logistique ces troupes. Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que la pandémie est quelque chose qui peut durer longtemps. Donc, quand on doit soigner des gens, même s'ils ne sont que 3 pour l'instant, eh bien, ça suppose le recours à des intrants. On utilise des médicaments, on utilise des équipements qui peuvent s'user. De même, on anticipe, parce que le rôle d'un gouvernement, c'est d'être prévoyant, c'est que si demain il y a des cas de contamination locale, il faut qu'on soit en mesure de les gérer avec des équipements et des intrants à caractère médical. Ça sert à ça. Donc l'État a créé un fonds. Pour l'instant, il y a 1,5 milliard et il sera automatiquement renouvelé selon des mécanismes que je n'ai pas à détailler ici, de manière à ce que l'État dispose des crédits nécessaires pour répondre immédiatement, en temps réel, à toutes les évolutions qu'on pourra connaître dans les jours qui viennent. L'administration, l'État, les pouvoirs publics sont mobilisés pour que, autant que faire se peut, on en appelle au sens civique des gens. Quand on dit de fermer, il faut fermer. Quand on dit d'utiliser les gestes barrières de prévention, ça serait bien que les gens recourent à ces gestes. On n'est pas là avec un bâton pour punir les gens. Ça, c'est le principe. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier pour votre aimable attention. Je souhaiterais que nous restions en contact régulier, d'abord pour l'information gouvernementale proprement dite, mais aussi également pour ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la mise à disposition de la presse des informations régulières, des supports numériques ou autres, de manière régulière pour que vous puissiez les exploiter et les mettre en ligne, pour aider nos populations à comprendre. Regardez, on vient de parler des masques. J'espère que nos explications auront permis aux gens de comprendre cette problématique. Eh bien, nous devons ensemble continuer ce travail de pédagogie. Et pour toutes ces raisons, je vous remercie infiniment pour votre aimable attention.